Aujourd'hui, on accueille un conducteur des bois, un homme d'exception, une sommité dans le monde de la chasse. Pietro Bonini, bienvenue. Merci, Guillaume. Comment ça va? Très, très bien. Ça va bien? Oui, monsieur. Au dernier podcast, on a terminé l'entrevue en parlant de toi, justement. Je ne sais pas si tu étais au courant, là. Non. Mais Élie Desgagnés m'expliquait qu'il t'avait appelé, en fait. Hein? Oui. T'avais appelé parce qu'il était dans une situation un petit peu embêtante par rapport à un orignal, par rapport à une extraordinaire bête. Puis il t'a appelé, pogne le téléphone, te communique, te dit Pietro, tu serais-tu craqué de monter, nous trouver en Gaspésie? Tout ça a pris ni un ni deux. Let's go, on y va. On va faire une commission au dépanneur de 9h30 de temps. T'as répondu, je m'en viens, tu sais. C'est ça, ça ressemble à ça. Fait qu'un gars très bienveillant, un gars vraiment... tu travailles vraiment pour les chasseurs. Donc... c'est notre but principal. Ouais, ça c'est super. Puis on a eu à travailler quand même ensemble à quelques reprises dans les dernières années. Oui. On souhaite jamais ça, mais on a eu à le faire. Puis je pense que ça, c'était un incontournable pour nous de t'appeler. Hey, avant qu'on aille trop loin, parce que là, moi, j'aurais tendance à vouloir décoller, là, on va présenter la bière du jour, Pietro. Okay. Je pense que tu es un gars de blanche pas mal, un gars de blonde aussi. Il a fallu qu'on tranche. Aujourd'hui, on va boire une petite bière qui s'appelle la Harfan. Donc, une bière d'inspiration belge un petit peu. Donc, une bière qui a été brassée avec de la coriandre, avec aussi de l'orange. Ça me rappelle un petit peu... je dis ça me rappelle, j'ai pas pris de gorgée encore, mais je vais avouer que j'en ai quand même bu quelques-unes dans ma vie. C'est une bière qui me rappelle quand même pas mal la Hoegaarden. Je sais pas si tu as déjà bu la Hoegaarden. Non. Petite bière vraiment douce. Donc, je vais t'inviter à goûter cette bière-là, Pietro. Tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses. Santé. Santé, Guillaume. Donc, notre rituel, c'est de dire que ça fait un bon petit déjeuner. Hein? On dit tout le temps ça un peu à chaque fois. C'est pratiquement ça. Exactement. Donc, on va déguster ça ce matin, une belle petite bière. Donc, merci beaucoup à la micro du Coureur des Bois qui nous offre à tous les podcasts très bonne consommation. Donc, bienvenue à ce podcast-là, mon homme. Je vais te poser une question en commençant, avant qu'on rentre dans le sujet chaud, là, dans les sujets chauds. Comment, un matin, tu t'es dit, moi, je m'en vais dans le bois, je m'en vais courir après des bières, pas des bières, mais des bêtes blessées, avec un 45-70 sur l'épaule en pleine nuit. À quel moment que ça a commencé tout ça, en fait? Mais premièrement, je ne suis pas un gars de bois. Je n'ai jamais été un gars de bois avant. Puis c'est arrivé complètement par hasard. Là. Je cherchais un chien. Je cherchais un teckel. Mon ancien teckel était décédé, ça faisait 4 mois. Fait que là, il y avait une exposition d'éleveurs à Jonquière. Fait que je suis allé faire le tour des éleveurs. Puis quand j'ai vu un semblant de teckel, pour moi, j'avais jamais vu ça encore. Des teckels à poids dur. Quand j'ai vu ça, j'ai tombé en amour tout de suite. Okay. J'ai passé ma journée avec l'éleveur là. Elle m'expliquait qu'il fallait que je travaille avec ça pour en avoir un. Elle disait, c'est quoi que tu fais avec un teckel? Fait que, elle m'a tout expliqué ça durant la journée. Le soir, arrivé à la maison, je disais à ma blonde, demain, on monte avec Florence, on va voir l'éleveur. Je vais voyer des chiens. J'ai ouvert l'ordinateur, j'étais allé à la CSQ, je me suis inscrit à la formation le dimanche matin, j'ai malé ma lettre avec mon chèque pour suivre la formation au printemps. C'était au mois de février. Fait que je l'ai tout de suite malé. T'étais craqué, là. Ah oui, là, je suis arrivé là-bas, je dis, je veux le chien. T'es tombé en amour. Je suis prêt à te payer, comment tu veux, en argent, en chèque, je te paye. Elle dit non, moi, il faut que tu viennes chez nous. Fait qu'on est allé chez elle en Estrie. Il y a un processus, là. Un processus. Eux autres, ils laissent pas n'importe qui partir avec n'importe quel animal. Là. Du tout. Elle était vraiment stricte là-dessus. Il fallait aller là-bas, voir la meute, comment elle réagissait avec nous autres. Après ça, elle m'a donné l'autorisation d'avoir un chien. Fait que ça a été littéralement un coup de foudre, dans le fond. Là. Ah, totalement. 2 jours avant, tu n'avais aucune idée que ta vie allait complètement changer drastiquement comme ça. C'est ça. Puis, tu as vu cette petite bête-là qui est venue chercher en toi quelque chose d'interne. Puis là, tu t'es dit, go, je plonge là-dedans. Je fais tout le processus nécessaire. Vous êtes monté là-bas. Ton premier chien, c'était comment il s'appelait? Hein? Le premier tout, c'était Hubert. C'était Hubert? Hubert, quand il est décédé, là, c'est Happy. C'est Happy. Fait que j'ai commencé mes recherches avec Happy. Je l'ai encore présentement, il y a 10 ans. Happy, que je connais quand même assez bien. Là. Voilà. Une bête. C'est encore la machine. C'est la machine. Ouais, on le vantera pas trop parce que là,
passera plus dans la porte chez vous, là, mais tabarouette de Dans bête, un hein. impasse, tu prends à pied. Même si j'ai d'autres chiens, dans un impasse, tu prends à pied. Tu vas sortir de l'impasse. C'est le Wayne Gretzky de l'univers des conducteurs de chiens de sang. En tout cas, dans mon univers à moi. Ben, de ce que j'ai vu, honnêtement, puis de ce que j'ai vu, parce qu'on le voit souvent dans les films de chasse aussi, Ouais. puis je l'ai vu travailler. Fait que c'est ça. Hey, on ira pas plus loin pour notre intro parce que là, on était décollé. On va avoir un beau podcast. Hey, ben, bienvenue, puis merci beaucoup d'être là. On est très heureux chez Territoire Libre de t'accueillir avec nous. On est vraiment fiers de ça. Puis je suis certain qu'on va passer un très beau moment ce matin. Merci beaucoup de nous suivre. Merci d'être là. Vos petits commentaires, gênez-vous pas d'y faire. Nous autres, c'est notre paye. Donc, on est ravis ce matin de faire cette entrevue-là. Bon podcast, Pietro. Merci mille fois pour l'invitation. On va avoir du fun. Yes. Ça marche. Donc, Pietro, on va enfin pouvoir commencer le show du sujet. J'ai vraiment hâte de discuter de tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne les nommerai pas. Il y en a trop. Il y a trop. On va vraiment creuser ton univers. On va vraiment creuser tout ce que tu fais dans le bois avec tes chiens, comment tu procèdes. Ça va être vraiment plaisant. Le premier thème que j'aborderai aujourd'hui, c'est vraiment les chiens en tant que tels. Donc, je vais avoir différents aspects à jaser avec toi. Donc, j'ai bien hâte de voir, j'ai bien hâte d'entendre tes réponses. C'est quoi les... je vais commencer avec un premier élément. C'est quoi les races de chiens? Admettons que je te dis, c'est quoi les races de chiens qu'on peut utiliser pour travailler comme tu le fais, admettons, là? Mais la CCSQ, on prétend que toutes les races de chiens de chasse sont aptes à faire la recherche au sang. C'est sûr qu'il y a des races plus spécifiques. En Europe, aux États-Unis, ils ont beaucoup évolué là-dedans, surtout en Europe. Fait que, le rouge du Hanovre, le Teckel, le rouge de Bavière, c'est des chiens qui sont en prédilection, qui prennent beaucoup là-bas. Là. Ils adorent prendre ces chiens-là. Ils sont montés pour ça. Depuis des générations, ils sont montés au sang. Des races de prédilection. C'est ça, c'est Okay. ça. Puis tu peux aller au Labrador. Il y a des races aussi, comme le Labrador, quel autre que je cherche là? Un Golden Retriever? Aussi. OK. Mais tu sais, il y en a toutes les sortes. Pourvu qu'ils soient des chiens de chasse. Nous autres, ce qui est important, c'est d'avoir un chien qui a le nez à terre. OK. Ça, c'est important. Un Parce chien qui se que- promène le nez en l'air. Parce qu'il y en a beaucoup des races de chiens qui sont pas nécessairement comme... Je sais pas si tu veux dire qu'ils sont comme pointeurs, mais souvent, quand ils ont le nez à terre, c'est qu'ils vont nifler, ils vont chercher quelque chose. C'est Il y ça. a des chiens qui ont... prendra pas un caniche royal qui court partout puis qui... Bon, j'ai rien contre les Il caniches y en a royales, aussi, mais... hein. Il y en a aussi? Il y en a aussi. Ah, ben C'est là, OK. surprenant. Hein? Alors, je vais Il y faire en a attention à aussi, ce que je vais du dire d'abord. cocker, OK. Non, toutes les races de chasse sont aptes à le faire. OK. Mais c'est ça qu'on dit. Mais il y a des chiens de prédilection, De prédilection. c'est ça. Pas facile, ce mot-là. Pas facile à matin. Ben là, écoute, Mais, hein, moi aussi, je t'en enroué un peu, puis ça, c'est bien correct. Tu sais, je pense qu'on t'en avait parlé un petit peu. Pierre-Luc, est de son côté, mon partner de Territoire Libre, Oui. il est en train d'essayer, il travaille avec son chien beaucoup, puis l'an passé, à notre chasse à l'arbalète, on a utilisé Zorro comme maître Zorro qu'on l'appelle, comme pour trouver notre animal. Puis ça. tabarouette, il a réussi. Puis tu sais, Pierre-Luc, il l'a formé avec des conseils, puis tu nous as donné une grande laisse également qu'on s'est servi parce que là, il y a quand même une couple de petits trucs. Hein. Puis Zorro a réussi à trouver notre orignal. On voit ça dans un petit vidéo que j'ai sorti récemment. Pas dans notre film de chasse, mais on le voit dans un petit vidéo. Puis ça a fonctionné. T'sais. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en nos bêtes. T'sais, puis, Ben, le but de la pratique avec notre chien, c'est ça. C'est de monter notre confiance. C'est surtout ça. Tu n'apprends rien au chien en tant que tel. Là. Le chien, il a le nez, il va renifler. Il va apprendre avec l'expérience. Mais c'est à nous à faire confiance à notre chien. Puis, L'importance est là. OK. Puis comment que tu vas l'entraîner, cet animal-là? Parce qu'il y a quand même un entraînement au travers de tout ça. C'est quoi ta technique, admettons, concrètement pour entraîner ton chien? Là? Concrètement, semelle traceuse, bouteille de sang, peau, patte. C'est ce qu'on a besoin. Puis là, on fait vieillir des pistes. Vieillir, ça veut dire qu'on peut les faire attendre 2. Quand on commence un jeune bébé, là, c'est une attente de 2 heures. Quand c'est facile, on fait des tracés continus, on dit, avec du sang. Puis, tranquillement, pas vite, on augmente la distance, on augmente le temps pour finir par arriver à faire un 24 heures avec ton chien. Une piste de 24 heures sur 1 km avec 250 ml de sang ou semelle traceuse. Quand tu passes ce test-là, tu es accrédité. C'est quoi les semelles traceuses? Je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est ça exactement. C'est une genre de bottine que tu attaches à tes bottes avec une patte.
OK. Avec une vraie patte? Une vraie patte. Patte d'ornière? Patte de chevreuil. Patte de chevreuil? L'orignal, c'est un peu gros. Ah, ben là, c'est sûr. Une patte de chevreuil à l'arrière. Puis ça marque au sol. C'est ce qu'on a besoin. Puis là, dans le fond, tu pars, tu pars avec ton chien qui est complètement bébé, là. Lui, il y a quoi? Il y a 2-3 mois, 2-3-4 mois au début? C'est ça. Je pars à 9 semaines. À 9 semaines? C'est ça. Hey, ça, c'est impressionnant, là. Ils n'ont rien vu à la vie encore. Puis, ah ouais, let's go, on commence à travailler. Ouais. Embarque sur le marché du travail, mon homme, suis-moi. C'est là qu'on voit si le chien est apte à suivre une piste. Puis, ils ont leur personnalité, eux autres aussi, des chiens. Chaque chien, ça fait 4 que j'entraîne, 4 différents. OK. C'est 4 que tu dois avoir confiance. Mm-hmm. Ça fait que des fois, tu as moins confiance en un chien parce qu'il n'agit pas pareil comme l'autre d'avant. Mais c'est d'apprendre à connaître son chien. C'est tout ça, l'expérience que tu as à faire avec ton chien, c'est de l'apprendre à le connaître. OK. Sa réaction. Mm-hmm. Une piste chaude, une piste froide. Sur la bonne piste, il n'agit pas pareil. Mais il y a des chiens qui ne donnent quasiment pas de signes. Mm-hmm. C'est plus dur. Il faut que tu sois plus concentré sur ton chien. Puis ça, tu parles de concentration. Ça m'amène à mon prochain point. On a travaillé ensemble cette année. Oui. Ça a été une chasse très crève-cœur pour nous. On connaît l'histoire. Hein? On l'a vraiment vécu ensemble du début à la fin. Oui. Puis je fais une parenthèse, mais nous autres, on vous a trouvé complètement exceptionnel dans votre attitude, dans votre éthique avec nous. Moi, je vous le dis, là, je sais que je te l'ai dit, je te l'ai écrit, je t'ai envoyé des messages vocaux. Je pense que je te l'ai dit en pleine face aussi, mais je le redis encore pour que le monde l'entende. Toi puis Suzanne, Caroline et compagnie, en tout cas les conducteurs du coin ici, vous avez cette bienveillance-là. Écoutez, je vais être honnête, je vais utiliser les bons mots. Là. Vous faites pas ça pour l'argent. Puis ça paraît vraiment. Puis, tu sais, vous êtes venus, vous avez cherché avec nous autres en pleine nuit. On vous a rappelé. Vous êtes revenus. On s'est acharné. On a retrouvé des pistes. Vous êtes revenus encore. Le lendemain matin, je pense qu'on vous a fait faire 4 allers-retours. Puis, tu sais, on avait l'impression de vous déranger. Puis à chaque fois qu'on vous disait ça, vous nous répondiez que pas pantoute, que vous autres, c'était votre trip. Suzanne était énervée, était contente, était crinquée. Tout est arrivé comme un t'étais vraiment comme un explorateur. Tu voulais vraiment trouver cette bête-là, tu sais. Puis tu nous as donné beaucoup confiance en nous, là. Mais nous, c'est ça qui est important. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas seulement travailler avec notre chien. Oui, j'adore travailler avec mon chien, c'est le but principal. Mais le chasseur, c'est ce qui est le plus important. Mm-hmm. Ça fait que nous, c'est d'arriver à faire comprendre aux chasseurs qu'est-ce qui est arrivé. Mm-hmm. C'est le tir qu'il a fait, c'est que ça a donné comme réaction. Où est-ce qu'on peut pister la bête? Où est-ce qu'on peut aller? Tu sais, parce que souvent, le chasseur n'a pas confiance au chien. Mm-hmm. Parce que devant nous autres, c'est nous autres qui l'avons monté. Puis ça prend du temps avant d'avoir confiance au chien. Fait que j'imagine un chasseur. Ouais. Fait que tu pars n'importe où, il n'y a plus aucune piste. Tu n'as aucune goutte de sang. Là. Ouais. Puis il faut qu'il croie que ton chien est sur la bonne piste. Exact. Fait qu'il faut que tu aies confiance. Mm-hmm. C'est capable de le faire ressentir au chasseur. Que oui, mon chien est sur la bonne voie, mais qu'on trouve un indice, tu vas voir. Puis moi, en tout cas, par expérience, des fois qu'on t'a appelé, Pierre-Luc t'a appelé, moi je t'ai appelé, moi et Pierre-Luc, on l'a vécu ensemble aussi. Ouais. Puis, inévitablement, quand on vous communique, déjà, la batterie d'émotions, nous autres, est embarquée. Là. Déjà, on a vécu les up and down du fait que tu penses avoir la récolte de ta vie d'une minute à l'autre qui se transforme en ce que tu peux percevoir comme un échec. Quand vous arrivez, vous êtes comme des sauveurs, vous nous donnez confiance, mais il reste que nous autres, tout ce chamboulement d'émotions-là, il a déjà démarré depuis plusieurs heures. Tu es en pleine nuit, tu n'as pas dormi. Vous arrivez comme des rocs, des piliers. Puis ça, c'était vraiment remarquable. Quelque chose qui m'a surpris quand on a travaillé ensemble cette année, c'est de voir comment tu étais fusionnel avec ta bête. Puis il y a même un moment donné, puis ça, je vais te l'avouer, moi, je te posais beaucoup de questions. Moi, je suis verbomoteur. Je suis un gars qui va vraiment tout le temps vouloir essayer de comprendre. Puis à un moment donné, tu m'as comme fait un signe en voulant dire, là, il faut arrêter de parler, puis il faut se concentrer sur le chien. Puis là, j'ai regardé Pierre-Luc en voulant dire, Pietro, il sait ce qui s'en va en tabarouette. Puis j'ai adoré ta réaction. Tu as comme fait, gars, là, Guillaume, OK, là, on va faire confiance à l'animal. Tu me dis ça de même. Puis là, moi, je t'ai observé, puis tu étais vraiment en fusion avec cet animal-là, avec Happy. Parle-moi un petit peu de ça. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu observes chez le chien. C'est quoi qui va te démontrer, lui, dans le fond, pour toi-même te donner confiance en ta recherche? C'est un peu dur à expliquer parce qu'avec Happy, là, c'est vraiment fusionnel, comme tu dis. Je le
comprends, mais par instinct. OK. Tu sais, c'est pas rien que son corps non plus. Là. C'est plus loin que ça. Parce que au début, c'était ça, tu sais, j'observais sa queue, son corps, sa réaction. Quand il s'écrasait, je savais qu'il il approchait d'une bête, mais c'est plus que ça, ça. Puis souvent, il va se virer de bord pour me regarder. Ou il va aller un petit bout en avant, il revient me revoir. Des fois, il fait la longe un petit peu à terre, je la reprends, parce que je sais qu'il faut qu'il cherche. Tu sais, je comprends qu'il y a des réactions, des fois, il se dit « Hop, il est en train de chercher. Fait que je lâche la longe. Tu le laisses faire. Je le laisse faire. Il revient toujours à moi, il est toujours autour de moi de toute façon. Il vient puncher. Oui, il vient puncher, top, il passe devant moi, il me regarde, c'est par là qu'on s'en va, je pogne la longe, on est parti. C'est quelque chose que c'est dur à expliquer. Mais j'ai une confiance totale en ce chien-là. Totale. Mais c'est merveilleux, puis tu sais, j'en parle souvent de ce qu'on a vécu, parce qu'à court terme, c'est la dernière expérience qu'on a vécue, mettons, toi et moi ensemble. Puis, tu sais, moi, je vais te l'avouer, il y a des moments où j'ai douté. Oui. Il y a des moments où je suis tombé dans le doute, puis pourtant, tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut vous faire confiance, c'est bien moi, tu as retrouvé des bêtes, puis tu sais, je connais toutes les histoires dans le coin, puis tout ça. Mais à un moment donné, je croyais plus. Puis moi, les eye contact, je les avais avec Pierre-Luc, en voulant dire, OK, on va les retourner. Là. Je pense qu'ils ont assez donné, Pietro et Suzanne, là, il est rendu 3 heures du matin, là, je veux dire, on a fait le tour, là, tu sais. Puis Pierre-Luc, il me regardait en voulant dire, on continue. Puis là, tu sais, moi, je voyais ton regard, puis je voyais tout ton acharnement. Ben, tabarouette, on a retrouvé des signes. Ouais. Puis là, on s'est aperçu que notre bête avait traversé la rivière. Puis là, ça venait de nous amener un nouveau chapitre qui commençait. Puis là, après ça, l'histoire, on la connaît. Vous êtes partis en chaloupe et compagnie le lendemain matin. Moi, je pouvais pas être là. Une histoire de fou, on se le cachera pas, là. Mais j'ai douté. J'ai douté, puis j'aurais pas dû. Je m'en excuse. Non, mais c'est normal. Toi, tes chasseurs doutent. Ce que tu vois, des fois, tu filmerais ce que 20 ans en arrière. Là. C'est incroyable. Là. Mais c'est pas grave. Moi, je suis concentré sur mon chien. Puis je suis capable d'expliquer après. Moi, ce qui est important, c'est après la recherche d'expliquer aux chasseurs ce qui s'est passé. Ce qu'on croit exactement ce qui s'est passé. Le scénario de tout ça. Parce que c'est pas toujours rien que de trouver la bête qui est important. C'est d'être capable d'expliquer aux chasseurs que non, elle n'est pas mortelle. Ou oui, elle est mortelle, mais là, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a trop d'obstacles. Que tu peux courir à gauche, à droite, tu peux courir 2 jours de temps, 3 jours de temps, tu ne récupéreras pas la bête. C'est la bête qui a gagné sur nous. Mais il faut l'accepter aussi. Il y a des fois que... Puis ça arrive à tous les conducteurs, puis ça arrive à tous les chasseurs. Il n'y a rien de parfait. Hein? Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Même si tu as donné le maximum, des fois, le résultat à la fin, c'est que tu n'as pas récupéré. Mais au moins, si je pourrais dire, si tu as tout fait pour retrouver cet animal-là, si tu as fait affaire avec les conducteurs, que tu as passé tout ton temps, nous autres, on est le meilleur exemple, on s'est quasiment rendu malade, là. On a passé des semaines et des semaines. Écoute, j'étais rendu à faire quasiment des pauses sur Spotted Dolbeau pour voir s'il y avait du monde qui avait vu passer un chevreuil. Finalement, j'ai écrit mon post puis je l'ai pas publié. Mais écoute, on s'est quasiment rendu malade. Merci Pietro pour ce point-là. On va continuer avec un prochain élément. OK. C'est vraiment un univers que je trouve fascinant. Puis je pense que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est tellement un sujet qui est extraordinaire, vraiment intéressant. Sans vouloir rien enlever à Happy puis à tous les chiens de sang, il n'y a pas juste le chien en tant que tel. Quand vous faites vos recherches, tu m'as souvent parlé de connaissance des mœurs de l'orignal. Il faut aussi connaître son habitat. À part, admettons, le chien qui court le sang, qu'est-ce qui est important pour un conducteur? Ben, lire les indices. Lire les indices de blessure. Après ça, connaître un peu la bête que tu poursuis. Avec les années, tu t'aperçois que la bête, elle vient d'un secteur, elle y retourne au secteur. Okay. Puis selon la blessure, des fois, s'il y a des plans d'eau, on sait qu'il va se rendre au plan d'eau. Parce qu'il a besoin de refroidir sa blessure, son mal. Il a besoin de s'alimenter en eau parce qu'il y a une perte de sang qui se fait. Ça fait que souvent, ça va être ça aussi. Fait qu'on vérifie les plans d'eau qu'il y a autour aussi. Ça nous donne une bonne indice. Ça fait vraiment partie des plans de match, admettons, là. Moi, je pensais que ça arrivait une fois de temps en temps, mais je croyais que c'était exceptionnel. C'est quand même assez récurrent, ça, qui se tire dans l'eau, puis... Oui, comme je te dis, ça dépend de la blessure, surtout. Là. Mais c'est fréquent. Un tir de panse, c'est fréquent. Okay. S'il y a de l'eau proche, souvent, ils vont se retourner. Ils vont aller à l'eau. Ils vont aller se soulager. C'est ça. Souvent. Okay. C'est pas... c'est pas systématique, là? C'est pas systématique. Okay. Mais souvent, ils vont se rendre là. Okay. Ils connaissent le territoire. Hein. C'est le milieu de vie. Ça fait que souvent, ils retournent aussi d'où ce qui arrive. C'est de sécurité. Il partira pas nécessairement en flèche.
tu tires un ornière, il ne partira pas nécessairement en flèche faire 20 km, s'en aller ailleurs, dans un milieu qu'il ne connaît pas. Parce que lui, il est bien. Il est bien où ce qu'il est. C'est des repères, tu sais. C'est ça. Il connaît son milieu. Fait que, il sait où ce qu'il va. Ça, on peut se dire ça, là. Il sait où ce qu'il va, l'orignal. C'est rien de comprendre son comportement. Fait qu'en plus, en plus du chien, toi, il faut que tu penses à tout ça. Il y a le tir, il y a le lieu de l'emplacement du tir qu'on appelle l'enchus, si je ne me trompe pas. Exactement. Quand tu es à l'enchus, je pense que là, le travail commence. Puis souvent, de ce que j'ai observé, vous ne décollez pas tout de suite avec le chien. C'est pas tout de suite, il part et il s'en va chercher l'animal. Il va avoir un moment d'analyse. Puis quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est quand vous cherchez les petits grains de poil à terre. Parle-moi un petit peu de ça, moi. Oui, parce qu'on a des chartes de poils qui ont été créées, puis on peut savoir l'endroit de l'impact avec le poil qu'on va trouver. Fait que ça nous donne un bon indice, parce que le chasseur, ce qui nous compte, c'est 20 Pour moi, là, c'est 20 c'est le chasseur. Après ça, les indices eux-mêmes, à l'inchus, c'est 50 du reste. Sur le terrain, après ça, le terrain va parler. Moi, je dis tout le temps, le terrain va parler. OK. Parce que, gare, encore hier soir, cette nuit, j'ai fait une recherche. Puis, il est tombé, il n'est pas loin, c'est sûr qu'il n'est pas loin. On tient. Amenez-vous des bouteilles d'eau, on part. Non, mais on va le trouver tout de suite. Amenez-vous des bouteilles d'eau. On ne sait jamais. Attachez vos bottes. Ouais. Amenez-vous des bouteilles d'eau. Ça a duré 3 heures. Puis là, je tiens à noter là, que c'est réel. Là. Cette nuit, tu as cherché un ours. Puis, l'avez-vous retrouvé? Non. Malheureusement. Mais non, presque 2 km, mais c'est non mortel. Ah ouais? Déjà là, à l'enchus, j'étais pas mal certain, selon ce qu'il m'avait expliqué le chasseur. Le premier feeling. Le premier feeling. Ouais. C'est le premier feeling, là. C'est enlevez vos frocs, prenez des bouteilles d'eau. Je pense que ça va être long. Ah, on l'a entendu tomber pas loin. Si tu l'as entendu tomber pas loin, vous ne l'avez pas trouvé, c'est déjà mauvais signe. Ça, c'est souvent, excuse-moi, c'est souvent une machination, admettons, qu'on se fait. On a un feeling. Nous autres, notre chevreuil, on pensait qu'il avait tombé. Ouais. Les chasseurs, cette nuit, ils pensaient qu'il avait tombé. Là, je te dis ça comme ça. Tu as dormi combien de temps cette nuit? 2h30. Là, tu es là un matin, en pleine forme. Tu réponds à mes millions de questions. Avec plaisir. Tu n'as pas annulé. Merci, Pietro. Écoute, on pourrait tellement approfondir ce sujet-là. Moi, c'est ça. Tout le côté, les poils, l'emplacement du tir. Vous demandez souvent à ce qu'on vous montre aussi si on a des films, des vidéos. Vous allez analyser parce que la perception, moi, un élément que j'ai appris, je ne prétends pas tout connaître, même si ça fait un bon bout que je chasse, plusieurs belles bêtes de récolter, je ne prétends pas tout connaître. Puis tu m'en as appris beaucoup. Suzanne m'en a appris beaucoup. Caroline aussi m'en a appris beaucoup cette année lors de notre recherche. Il y a quelque chose que tu m'as dit, puis je tiens à le mentionner pour les chasseurs parce que je ne peux pas passer à côté de ça. On était dans un mirador. On a pris une flèche. En toute honnêteté, là, très honnêtement, moi et Pierre-Luc, on pensait 100%, je te le dis, là, on était sûr à 100% de retrouver notre bête dans 2, 3, 400 pieds. C'est un chevreuil, ça fait un petit bout, là. Mais tu sais, on était sûr à 100%. On a regardé notre vidéo, on était dans le vital, on avait le feeling d'être dans le vital. Ouais. Puis quand on t'a montré le film, tu nous as tout de suite dit quelle hauteur, quelle distance. Tu as fait, je sais pas trop, tes lois de Pythagore ou je sais pas trop, là, tes angles... Tu as regardé, tu as réfléchi à ton affaire, puis là, vous nous avez dit, en tout cas, toi ou Caroline là, ou Suzanne, vous nous avez dit, non. De la manière que tu étais placé, il faut que tu tires pas mal plus haut que ça. Là, moi et Pierre-Luc, on s'est regardé en voulant dire, ouais, OK. Là, sur celle-là, on l'a échappé un peu. On est des gars d'Orignal, on n'est pas des gars de tour, on est des gars de terrain, tu sais. On est en chasse fine tout le temps dans le bois à marcher après nos bêtes. Voilà, toute la différence, c'est ce que je disais au monsieur hier soir encore. On pratique à terre. Les chasseurs pratiquent à terre. Ouais. Tu sais, jamais en angle. C'est important. C'est important parce que le style de chasse que vous faites, c'est important de pratiquer en angle. Souvent, ils sont dans des tours, dans des miradors. Donc, il faut pratiquer en angle. C'est complètement différent en angle. Fait que c'est un gros point pour les chasseurs à faire. Là. C'est primordial. Primordial. Puis tu nous as vraiment dit très concrètement, il faut que tu tires quasiment, écoute, je sais pas si tu m'avais dit 1 pied, là. Mais tu sais, dans ton animal, faut quand tu es dans un mirador à cette hauteur-là, on était à quoi, nous autres, quasiment 16 pieds, là, quasiment rendu 20 pieds dans les airs. Tu nous as dit qu'il faut vraiment que tu tires plus haut pour que ta flèche aille cogner dans les zones vitales. Parce que sinon, avec l'angle, nous autres, ce qui est arrivé cette année, c'est que ça a probablement kissé sur une côte. C'était, puis tu sais, là, on en a parlé ensemble. J'ai appelé plein de monde. J'ai communiqué du monde en Europe, vraiment des spécialistes, des lieux de tir, puis tout ça. On a vraiment travaillé fort. Puis, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.
en primeur aujourd'hui, Pietro, je t'en avais pas parlé, mais sur nos caméras, on a la conviction qu'on aurait encore notre titan. Probablement qu'il est en vie encore parce qu'on a vu apparaître une bête qu'on ne reconnaît pas, qui est un mort, mais qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est un nouveau, mais on a l'impression que c'est lui. Fait que probablement qu'il serait encore en vie. Donc, l'histoire devrait se poursuivre cette année à la chasse en novembre. Donc, vraiment. On a dit à Suzanne, à 90%, il n'est pas mort. Ouais, vous nous dites ça depuis le début, mais nous autres, on s'est gardé un bénéfice du doute parce que, tu sais, dans toutes ces émotions-là, mais on vous fait confiance. Là, puis, tu sais, je suis content de le réentendre encore, mais des fois, c'est tellement difficile ce que tu vis, que tu le cherches, tu le trouves pas. On dirait qu'à un moment donné, tu viens que tu sais plus trop quoi penser. Mais effectivement, il faut se dire qu'il est vivant. Puis là, on aurait probablement une preuve on verra cet automne. Audiovisuelle. On verra cet automne. C'est le RAC qui va nous en dire plus. Exactement. Tantôt, on a parlé du sang. Tu nous as dit, tu sais, quand tu entraînais, tu utilisais beaucoup le sang. Sauf que, avec des conversations qu'on a eues, puis avec plusieurs informations que d'autres conducteurs m'ont mentionnées, souvent, ce qui ressort, c'est que c'est même pas le sang, dans le fond. Le chien, ça s'appelle des chiens de sang, mais ça devrait-tu s'appeler peut-être des chiens d'adrénaline, des chiens de... C'est pas nécessairement le sang qui... Il est utile, le sang, mais il n'y a pas que ça. Non. En réalité, là, en Europe, ça commençait, c'était des chiens de rouge, parce qu'ils couraient après des cerfs rouges. C'est des chiens de rouge. On a transformé ça en chiens de sang, parce que c'était plus facile, on dirait que c'était plus impressionnant, le chien de sang, parce qu'on trouve du sang. Puis mais c'est pas plus sensationnel. C'est ça. Ça, c'est un des particularités de la voix qu'on appelle. OK. T'as le sang, tu as l'adrénaline qui va dégager lorsqu'il a été touché. Mm-hmm. Puis quand il n'est pas touché, il ne dégage pas cette adrénaline-là. Donc, le chien le sait tout de suite que ce n'est pas une bête touchée mortellement. Mm-hmm. Comme ma petite que j'ai présentement, elle, si elle n'est pas touchée mortellement, tu sais. Elle ne part pas vraiment sur la voie. Là. Je l'amène sur la voie que je veux, si je vais à la piste, puis elle va partir. Quand tu dis la voie, tu veux dire quoi? Ouais, la voie, c'est ce que dégage la bête lorsqu'elle passe à un endroit. OK. Le sang, l'adrénaline, c'est particules à lui. C'est le corridor, comme un corridor. C'est vraiment un corridor qui se dégage. OK. Puis le corridor se dégage encore plus quand c'est humide. Mm-hmm. L'humidité garde la voie en place. Est-ce que la nuit, c'est plus humide? Oui. OK. Souvent, c'est plus humide. On parle de rosée aussi. Mm-hmm. Donc, ça garde plus la voie que la journée. Okay. La journée, le soleil tue la voie. Tout ce qui est sec tue la voie. On n'aime pas le soleil. Quand on cherche après une bête, la chaleur, le soleil, on n'aime pas ça. En forêt, c'est moins pire, mais tu arrives dans des bûchers. Des bûchers, là, ça tue pas mal la voie. Là, des fois, ça prend un chien plus d'expérience un peu. C'est là qu'on appelle la happy. Ou un chien d'expérience. Ouais. On parle de chien d'expérience. Ouais. Un jeune chien va avoir plus de misère. Okay. C'est pas intraversable. Il y a plus de misère. Mm-hmm. Il y a des méthodes aussi. Là. S'il perd la voie, on contourne le bûcher. Il est sorti quelque part, l'orignal. Tu vas aller rechercher ta piste plus loin. Exactement. Puis, tantôt, tu parles d'adrénaline. Il y a un terme que tu as employé l'autre fois, le stress. C'est-tu l'hormone de stress. L'hormone de stress, ça, c'est c'est dans le sabot, ça? Non, entre le sabot, c'est vraiment c'est une glande. C'est une glande. C'est particulier à chaque animal. Toi, tu as une odeur, j'ai une odeur. Tout le monde a son odeur. Chaque bête a son odeur qui se dégage par cette glande-là. OK. Donc, le chien va suivre sa bête-là. OK. Fait que souvent, il peut tomber sur une piste chaude de la bête, parce que la bête, ça a fait un cercle, puis tu l'as relevé, puis elle repart. Aussitôt que tu la relèves, c'est une piste chaude. Mm-hmm. Ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il a passé là. Exactement. Elle est chaude, le la chien piste. est complètement différent. Mm-hmm. L'allure du chien, une piste chaude, c'est incroyable. Là, il est réactionnel. Oh, il est réactionnel. Qu'est-ce qu'il va faire, l'animal? On l'a vu sur le chevreuil, tu te rappelles? Ouais, sur l'île? Oui, je me rappelle. Mais moi, je n'étais pas là, c'était Pierre-Luc. Ah, oui, c'est ça. Excuse. Ouais. Mais il m'en a parlé, là. Exactement. Aussitôt qu'on est tombé sur la piste chaude, puis il a repoussé le chevreuil, qu'il n'était pas couché, là, il était encore debout. C'est pour ça que je te dis que, selon moi, il n'était pas mortel là, mais gars, ça reste sous toute réserve. Puis la façon qu'il... tu sais, tous les indices sont bonnes pour nous autres. Là. Fait que la façon qu'il s'est tiré à l'eau, la façon qu'il a nagé sur plus d'un demi-kilomètre, puis il est ressorti sans misère, puis il a traversé une rivière un peu loin. Tu analyses tout ça, là? Oui, tu analyses tout ça ensemble. Tous les indices qu'on avait trouvés, toutes les réactions de la bête par rapport à la poursuite qu'on a faite. Puis ça nous en dit gros. Il y a son empreinte digitale. Moi, excuse-moi, j'accroche là-dessus, mais je veux qu'on y revienne. Là. Oui. Le chien, quand il décolle sur la piste, il est à une chasse. Là, la voix, elle commence là.
Exactement. Fait que quand il décolle, il ne suit pas des pistes visuelles. Non. Il ne suit pas des gouttes de sang. Non. Il suit une voie, un corridor de particules qui est probablement très complexe. C'est un mélange d'hormones, c'est un mélange de glandes, un paquet d'affaires. Puis ça part d'entre les sabots. En plus du stress que cet animal-là dégage, l'adrénaline, etc. C'est extraordinairement fascinant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de ça. Je pense de cette complexité-là, puis de l'odorat que peut avoir. Ben, tout le monde sait qu'un chien, ça a tout un pif. Mais tu sais, moi, je te le dis, ça me fascine littéralement. Oui, puis je peux le comprendre. Ça fait 10 ans que je fais ça, puis je suis ébahi encore. Wow. Je suis ébahi par mes chiens quand ils travaillent. C'est toute beauté, là. De pouvoir penser, tu peux être là 5 jours plus tard. Puis le chien va trouver la voie pareille. Avec difficulté, il va la trouver, il va la suivre. Tu sais, j'ai pratiqué avec Happy 7 jours plus tard. Il est capable de suivre une voie encore 7 jours plus tard. C'est incroyable ce que ça peut laisser comme odeur. Un animal blessé. Un animal blessé. C'est inimaginable. C'est vraiment une race d'exception. Là, ben, je parle des chiens. Là, c'est exceptionnel parce que tu n'as pas d'autres races, en tout cas de ce qu'on connaît. Il n'y a pas d'autres races qui seraient... Peut-être qu'il y en a, je veux dire, il y a plein d'animaux qui ont des odorats extraordinaires, mais je veux dire qu'on a des animaux de compagnie, admettons, qu'on a fait, qui fait partie de notre vie, admettons, les humains. Mais le chien, c'est le seul qui pourrait faire ça. Ouais. Je pense, en tout cas. Là. Mais, wow, c'est extraordinaire tout ça. Vraiment impressionnant. Donc, on va débuter la deuxième partie. Différents thèmes. On va parler principalement de tes expériences. Ça va tourner un petit peu autour de ça. On va flirter un petit peu avec ça, mon Pietro. Tu voulais absolument nous raconter aujourd'hui une expérience que tu as vécue sur la CEPAC, une certaine leçon d'éthique qu'on pourrait dire. Quelle est cette histoire-là? Oui. Ben, l'histoire, c'est mon ami qui l'a vécu le lendemain que je suis parti. OK. Avec sa conjointe. Dans quel secteur? Hein? C'est sur la CEPAC. OK. Il y a un groupe qui ont tiré une bête dans un bûcher. Mais là, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Un autre groupe qui s'en allait sur le zone ont entendu tirer. Ils disent, on va aller aider les chasseurs. D'un coup, ils auraient besoin d'aide. Ils sont arrivés où le pick-up. Là, les gars embarquaient dans le pick-up. Là, la madame dit, « Ouais, mais vous avez tiré sur une bête. On venait voir si on pouvait vous aider. » Ah, elle dit, « Non, en fin de compte, on ne l'a pas touché. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'indice. » Il dit, « On s'en va chasser ailleurs. » Ben, elle dit, « La CEPAC, c'est gratuit, le chien de sape. Pourquoi vous n'appelez pas le chien de sape pour faire un contrôle de tir? » C'est gratuit, ça CEPAC? C'est gratuit, ça CEPAC. Wow, OK. Nous, on est en stand-by, ça CEPAC, gratuitement pour les chasseurs. La CEPAC nous paye pour ça. Ça fait que... ils disent, non, nous, on n'a pas le temps, on chasse. Ils sont partis plus loin dans le zone. Là, la madame a dit, non, je vais appeler le gérant de la CEPAC. Fait qu'elle appelle le gérant de la CEPAC. On va dénoncer ça? Non, elle dit, je veux avoir un chien de sang. Ah, OK. Qui vienne sur place pour vérifier, voir, faire un contrôle de tir. OK, je comprends. Donc, le chien de sang est arrivé. Ils ont contrôlé. Ils ont retrouvé une piste. Ils sont partis sur la piste. Ils ont trouvé la bête à 1 km. T'es pas Elle sérieux? était vivante encore, mais en souffrance. Elle était touchée. Elle était touchée. Donc, ils sont retournés. Ils ont dit à madame, rappelez le gérant qui trouve les chasseurs pour finir le job. Donc, les chasseurs sont arrivés. Le conducteur les a emmenés à la bête. La bête est décédée. Mais c'est l'importance du contrôle de tir. C'est à ça que je veux en venir. Tu sais, même l'année passée, un guide que je connais bien, très éthique à part de ça, le guide, dans le secteur ici, avec un chasseur, 3 bêtes, le chasseur tire une bête, ils ont fouillé pendant 1 heure et demie, rien trouvé. Fait que là, le guide dit, oublie ça, on n'appellera pas chien de sang. Pas de sang, rien. Pas de rien, pas de poil. On n'a pas de sang, on n'a rien. Fait que, tu sais, l'importance de dire que c'est pas important le sang. L'hormone de stress va tout dire au chien. En fait, il peut ne pas avoir de sang, puis la bête peut être touchée mortellement. Exactement. Ça, puis souvent, faut comprendre ça. Puis souvent, nous, on n'en voit pas de sang. Mais c'est des micro-gouttelettes. Lorsqu'il a été atteint, c'est sûr qu'il y a du sang quelque part. Nous, on ne la voit pas. Mais c'est des micro-gouttelettes qui s'expulsent de l'animal à la sortie de la balle. Donc, lui, il ne voulait pas appeler. Le chasseur, après un certain temps, il a dit, non, moi, j'appelle un chien de sang. Je veux en avoir le cœur net. Il nous a appelés. On a retrouvé la bête à 320 mètres. Wow. Il y avait 3 bêtes, là, pourtant, sur place. Il dit, il y en a 2 qui ont parti dans une direction, l'autre a parti dans l'autre direction. Fait que j'ai mis la chienne là-dessus, puis elle est partie. Ni une ni deux, là. Sans hésitation, elle a été capable de déceler entre les 3 pistes, mais elle a trouvé la voie.
à trouver la voie. C'est quasiment poétique. Pratiquement. Hein? Ben, c'est toute beauté à avoir travaillé. Ouais. Mais c'est ça. L'importance du contrôle de tir, j'en reviendrai jamais assez là-dessus. Mhm. Contrôle de tir. Vous tirez une bête, contrôle de tir. Ouais. Je dis tout le temps aux chasseurs, avez-vous confiance dans votre tir? Mhm. Oui. Pourquoi? Vous pensez ne pas l'avoir touché? Pourquoi, là, l'idée, c'est plus ça, là? Ouais. Mm. Tu sais, si tu as pratiqué moindrement un peu, tu as tiré sur une bête, tu as touché. Mhm. Moi, quand je vais sur un contrôle de tir ou je vais sur une recherche, la bête est atteinte mortellement. Tu sais, dans ma tête, il faut qu'elle s'aille atteinte mortellement. Il faut que je la trouve. Tu prends ça pour acquis. À l'origine, gars, on se dit, on s'en va chercher une bête qui va décéder. Là. Oui. Ouais. Tu sais, on veut la trouver. Je m'en vais pas là dire, Non, tu vas pas à je moitié. vais pour rien, je pense. Tu sais, j'ai vu la vidéo. Oh, pour moi, il n'est pas touché mortellement. Non. Ouais. J'y vais avec un but en tête, retrouver la bête. Ça, c'est tout en ton honneur, Pietro. Puis je pense que tu ne dois pas être le seul conducteur qui est comme ça. C'est tout en votre honneur, les conducteurs, d'avoir cette attitude-là. Puis je te le redis encore, wow, c'est super, ça. Bien, il faut, parce que commencer à trier, là, moi, ce qui est important, c'est de rendre le service aux chasseurs. Mhm. Je ne commencerai pas à trier, dire, ouais, ben là, on est en période de chasse, j'ai beaucoup de calls, tu sais, on va aller sur ceux qu'on pense qui sont mortels, puis les autres, ben, on laisse faire. Chaque Non. situation est une bonne situation de recherche. Il n'y en a pas de mauvaise raison d'appeler. C'est aussitôt que tu as le doute, let's go, je vais le dire, dans le doute, gaz au bout, pogne le téléphone, appelle Pietro, appelle Suzanne. En tout cas, si tu es dans le secteur ici. Appelez un conducteur. Appelez un conducteur, peu importe dans quel secteur que vous êtes au Québec, c'est un incontournable. Change un petit peu de secteur, change Oui. de thématique. Tu fais différentes recherches. Il y a un style de recherche qui m'a surpris que vous aimez, je vais dire ça comme ça. Les recherches de nuit. Tantôt, j'ai effleuré ça un petit peu. Tu parlais qu'il y avait quand il y a plus d'humidité, les chiens travaillent mieux. Comment se fait que vous aimez ça comme ça, travailler de nuit? Pourquoi les expériences de nuit, hein, dans le thème des expériences, pourquoi les expériences de nuit sont-elles, pour vous, positives ou plus faciles? Moi, j'adore ça, principalement parce qu'on est capable de voir la bête plus d'avance. C'est que si elle est vivante encore, tu vois les yeux de la lumière. OK. Fait que ça, j'aime ça. Tu sais, Mhm. Plusieurs, au commencement, ils ont peur la nuit, mais quand tu leur expliques que non, la bête, puis la bête est moins apte à s'enfuir. Mhm. Elle est plus en confiance, elle, la nuit. Parce qu'inévitablement, les cervidés, puis là, je parle vraiment en connaissance de cause, les cervidés, la nuit, sont plus en confiance parce qu'ils savent qu'ils ont moins, tu sais, veut pas, il y a certains prédateurs qui servent beaucoup leurs yeux. La nuit, sont moins vulnérables, probablement, en tout cas. Fait que... C'est ça. Puis, regarde, je peux te raconter des histoires de chasse, là, de récupération. La bête est à 20 pieds de nous autres, puis elle nous regarde. Puis pas atteint mortellement. Là. Elle part pas. Elle part pas. Mm. Elle nous regarde, puis elle est en confiance. Puis ça, c'est en tout cas, je l'ai fait là, de nuit, là. Puis à quelques reprises, là. C'est vraiment impressionnant. Quand tu te décolles de nuit, tu mets les gros spotlights, on met les dossards, on part avec tous les accessoires nécessaires. C'est ça. La recherche s'enclenche. C'est vraiment une expérience qui est hors du commun. Chercher un animal de nuit. Vous autres, vous êtes comme des soldats à la guerre. Vous décollez. Vous n'avez pas de crainte. Des fois, des marécages. Ah ouais, par là, des montagnes, ça descend, ça monte. Une rivière, pas grave, on va trouver un canot, on va trouver une chaloupe. C'est quelque chose, ça. C'est ça. Mais tu sais, l'avantage du jour, c'est que tu as plus de perspective sur l'environnement. Tu sais, t'es moins corridor. Ouais. Pour trouver un échappatoire ou une passe, c'est plus facile un peu de jour. Mais tu viens tellement habitué de nuit que ça devient comme un second réflexe. Puis l'atmosphère de nuit n'est pas pareille. Vraiment pas. Hein? Ah, du tout. C'est quelque chose. C'est pas pareil, c'est plus calme. J'ai de la misère à expliquer, mais j'adore. Moi, j'adore la nuit. Puis de toute façon, 80% environ de nos recherches se font la nuit. Parce que le chasseur tire souvent à la dernière minute, cherche, ça va de soi. Rien, donc il nous appelle. Il y a quelque chose depuis quelques années qui vous donne un grand avantage, soit dans les recherches de nuit, soit dans les recherches de jour. Tantôt, en début de podcast, j'étais comme agacé un peu avec ça, puis je t'ai dit à quel moment qu'on se dit on va aller chercher des animaux blessés en pleine nuit avec un 45-70 sur l'épaule. Parlons de ce 45-70-là. Ça fait pas longtemps que vous pouvez être armés, les conducteurs.
c'est ce qu'on appelle, en anglais, on dit un game changer. C'est littéralement quelque chose qui vient, ça vient vraiment faciliter votre tâche. Oui, ça ne donne pas beaucoup plus de récupération, mais OK. plus rapidement. OK. Plus rapidement, comme je te disais, tu sais, la bête que tu vas retrouver des fois non mortelle, puis elle te regarde de nuit, là, tu peux l'achever. Elle est blessée, de toute façon, la bête. Elle souffre quand même. Ouais. Ça fait que ça te donne cet avantage-là. Parce qu'elle reste là, elle te regarde. Fait que ça te donne cet avantage-là, depuis l'année passée. C'est juste depuis l'an passé. Depuis l'an passé. OK. Tu sais, on est l'année passée avec 43 conducteurs accrédités. Dans Cette tout le année, Québec? Dans tout le Québec. OK. Cette année, c'est pas mal le même nombre là, qui est accrédité aussi. Tu veux dire de Non. plus? Non, le même nombre. Parce qu'il a fallu réappliquer cette année. OK. Le projet pilote dure 4 ans. Mhm. Et puis, là, ça va faire sa 2e année. Quoique ça peut se terminer cette année aussi. Là. Mhm. Si tout va bien, l'année passée, tout s'est bien passé. Ouais, il revoit toujours à chaque année est-ce que c'est bénéfique, est-ce qu'il est arrivé des incidents. C'est ça. Parce que c'est vraiment officiel, là, votre affaire. Là. Vous appelez SOS braconnage, on part avec c'est ça, il faut que vous Oui. déclariez que vous partez avec un arme à feu la nuit. Ça, c'est de quoi qui m'a vraiment impressionné. Donc, il y a un protocole. Toi, tu as choisi le 45-70. Oui. Y a-t-il une raison précise pourquoi cette arme-là? C'est une arme que je ne suis pas très familière, jamais tiré avec ça. Qu'est-ce que ça a comme caractéristique, un 45-70 pour un conducteur de chien de sang? Ben, c'est une frappe qui est assez solide, à OK. courte distance. On a besoin d'une arme qui va faire effet à courte distance. Tu sais, tu vas prendre, je sais pas moi, 7 mm à courte distance, tu vas faire un trou. Mhm. La balle n'aura jamais le temps de s'expansionner. L'impact n'aura pas le même effet. Là. Exactement. OK. Exactement. Tu sais, il y en a qui ils ont l'arme qu'ils avaient quand ils chassaient. Parce que c'est un projet pilote aussi. Tu sais, aller racheter une arme pour un projet Ouais. pilote, quand tu as déjà une arme, ils font avec ce qu'ils ont. Mais toi, à Moi, l'origine, j'avais pas d'arme. tu n'avais pas d'arme. Donc, j'ai choisi le 45-70. C'est un choix que tu as fait. Ça t'a pas été imposé. Non. C'est pas tous les conducteurs qui utilisent ce type d'arme-là. Non. Tu pourrais utiliser, par exemple, un 12 avec des slugs. Tu Oui. pourrais utiliser une 30-06, Oui. 2,70. Arme légale. Arme pour la légale, chasse. enregistrée. Exactement. OK. Super. Vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu as eu besoin d'utiliser ton arme dans tes recherches depuis l'an passé? Est-ce que c'est arrivé? Oui, 2 fois. OK. Une fois à l'Orignal, une fois au Chevreuil. Puis à l'Orignal, là, au Chevreuil, il serait décédé pareil. Tu sais, il était vraiment à bout. Là. OK. Mais à l'Orignal, j'aurais fait un estifi de bout encore de plus. Là. Comment, je te dis ça comme ça, là, mais comment tu t'es senti? À l'origine, tu n'es pas un chasseur. Ça fait plusieurs fois qu'on le répète. Comment Ouais. tu t'es senti d'avoir utilisé cette arme-là sur une bête qui est devant toi? C'était-tu la nuit? C'était-tu le jour? Non, c'était le jour à l'Orignal. C'était le jour? OK. Oui, mais satisfait arrête de souffrir. OK. Fait que toi, c'était une satisfaction, Ouais. puis c'était en quelque sorte un soulagement. Là. Oui, oui. Ouais. Oui, terminer aussi la recherche. Mhm. Tu sais, pour le chasseur, là, on aurait pu passer la journée encore là-dessus. Mhm. Tu sais, là, on lavait la bête. Ouais. Tu sais, pour moi, je ne suis pas un chasseur, mais j'ai terminé ses souffrances. Mhm. Donc, dans ce cas-là, ça a été très positif. Exactement. OK. Donc, peut-être que ça pourra, peut-être que tes beaux mots aujourd'hui pourront servir pour l'analyse, pour voir si dans le futur, ce sera poursuivi. Mais je pense que vous devez avoir des rapports aussi à faire par rapport à ça. On remplit des rapports Mhm. à chaque recherche OK. avec les commentaires des chasseurs, les commentaires des personnes que tu rencontres aussi. OK. Parce que tu as une arme sur le dos. Là. Ben oui. Tu rencontres des citoyens, disons, la nuit, dans un chemin public. Ils se demandent ce que tu fais avec une arme sur le dos. Hein. Ben, on prend le commentaire aussi. On les inscrit dans le document. Donc, la perception de la société autour est considérée. Chaque élément est considéré, dans le fond. Oui, c'est ça, un projet pilote. Mhm. Tu sais, ils veulent savoir, parce que là, nous, c'est pas pire, on est en territoire libre ici, mais tu vas, je sais pas, en Estrie, en Beauce, tu es près des maisons. Là. Ça fait que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu sais, même les villes ont des réglementations là-dessus. Pas de douane jusqu'à 100 mètres d'une maison. Exactement. C'est ça. Tu sais, fait qu'il faut que tu respectes ça aussi. OK. Puis tu passes sur des terres privées. Mhm. Fait que, tu sais, quelqu'un te voit passer avec un arme, tu fais là, tu sais, faut que tu sois capable de l'expliquer. Une fois que c'est bien expliqué, là, ça va bien. Vraiment super. Tantôt, on a effleuré un petit peu la confiance en l'animal. Qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à ça? Aurais-tu une expérience à nous raconter en lien avec la confiance qu'on doit avoir en notre chien quand on est conducteur? La plus belle expérience que j'ai eue, c'est ma première recherche à vie. Ah ouais? Ouais, je suis dans le secteur ici, il y a 10 ans. Pas de call. Ça fait une semaine. Je reçois un call.
Forestville. Un monsieur qui, première journée de chasse, il a payé 2500$ pour être là 5 jours. Première journée, il tire. Le gars dit, ta chasse est finie. Tu trouves pas la bête, ta chasse est finie. Fait qu'il cherche un conducteur. Lui, il connaissait le conducteur de chien de sang. Il l'a déjà vu travailler. Fait qu'il appelle. Je dis oui, je vais y aller. Fait que je fais mon 4h30 de route. Belle droite. Ouais, une demi-heure pour se rendre sur la Pauvoirie. Ça fait 5 heures, on fait 45 minutes, 1 heure de 4 roues, on se rend sur place. Toi, t'es un néophyte à ce moment-là. Première recherche. Commence. Je connais mon chien, par exemple. Je suis équipé, je connais mon chien. Il n'y a pas ça de me faire douter de ma bête. Tes devoirs t'es fait. Mes devoirs sont faits. Je suis prêt à commencer. Fait que je m'en vais là avec confiance. Puis, je vais trouver la piste. Fait que là, j'arrive là-bas. Le propriétaire qui est le guide dit, le chasseur a tiré à partir d'ici. Quelle la flèche a eu impact sur la bête? Il y a une giclée de sang. Il dit, je pense que la flèche est trop haute, mais gars. C'est beau. On cherche du sang à 20 mètres, 25 mètres. Là, moi, je me recule. Ça fait une demi-heure qu'on cherche du sang. D'un coup, j'étais à 50 mètres. Je trouve des gouttelettes de sang sur les pieds de savane. Il dit, il y a du sang ici. Je tag là. Il dit, au gars, t'étais pas à 20 mètres, là. T'es à 50 mètres. Ah, il dit, ouais. Pas trop sûr. Oups. On va chercher Happy. On met Happy là-dessus. On part. Là, le gars dit, non, pas parti là. Par là, l'orignal. Il dit, parti. 90 degrés de différence. Il dit, il est parti par là. Il dit, non, il est arrivé de même, il est parti par là. Il dit, assume-moi pas, j'étais là. Il dit, c'est moi qui est le guide. Parfait, salut. Moi, je suis parti avec mon chien. Suivez pas, moi, je suis parti. Fait que je m'en vais. Le guide, les deux chasseurs partent dans l'autre direction. OK. Fait que je pars avec Happy. 185 mètres, entre des arbres qui sont serrés. L'orignal est passé là. J'ai la flèche au complet sur les pieds de savane. Elle était là. Elle était là, au complet. T'étais dans le bon spot. Exactement dans le bon spot. Là, j'étais fier de mon chien. T'sais, on a beau l'entraîner. J'ai confiance totalement, mais là, j'ai pas d'indice. Je n'ai rien sur mon chien. Là, j'arrive sur la flèche. Hey, t'es heureux, pogne ça la flèche, check, pas de sang autour, des petites gouttelettes de sang. Là, tu analyses ta flèche dans ce temps-là. J'analyse ma flèche. Elle était intacte. Là. OK. Rien. Là. Donc, elle était accrochée puis elle a décroché. Donc, ça m'a dit pas mal que oui, c'est probablement un tiro. Là, la couleur de sang, ça flèche. Est-ce qu'il y a des particules? Là, vous analysez tout ça. C'est ça. Très important. Ça. Petit sang clair, il m'avait dit que ça avait giclé. Exactement. C'est tous des petits points sur les plumes. Mais tu n'as rien sur le reste de la flèche. Je la sens, ça sent rien. Je la mets dans mon pack-sac. On continue le chien. On s'en va. 700, 750 mètres plus loin. Couvé de perdrix. Oh ben, chien, il y a 1 an. Tasse-toi de là. Je veux des perdrix. Es-tu sérieux? On arrête ça là. Flag. On se retourne au 4 roues. On reviendra dans 15-20 minutes. Parce que là, lui, ça l'a désorganisé. Ça l'a désorganisé. Ouais. Là, il faut que je donne un temps de repos pour y retourner après. Ouais. Fait qu'on attend au 4 roues. Mes gars arrivent. Il dit, puis, as-tu trouvé quelque chose? Ah, il dit non, on a perdu la piste tout de suite. Ça. Je dis, moi, j'ai quelque chose. J'ai pas la flèche. Le chasseur, de toute beauté. Le chasseur, là, il sautait dans les airs. J'aurais trouvé la bête, c'est pareil. C'est ma flèche. Où t'as trouvé ça? Puis là, le guide, il était blanc comme un drap. Là, il a compris que oui, il a fait une erreur. Mais ça fait partie des expériences. Puis s'il nous écoute aujourd'hui, ben Pietro, il vous en veut pas. C'est juste que ça fait partie des expériences. Puis nous, les chasseurs, la confiance, vous avez confiance en votre chien. Nous, il faut qu'on ait confiance en vous et votre chien. Exactement. Je pense que c'est là que c'est la pierre angulaire. Là. C'est de là que j'ai compris le principe. OK, il faut que je fasse comprendre aux chasseurs, aux guides, de me suivre. Ça prend des expériences pour pouvoir évoluer. Puis chaque personnalité, chaque chasseur est différent. Tu peux arriver avec des gars nerveux, des gars qui sont relax, des gars qui ne veulent pas nécessairement marcher des distances et des distances. Donc, mais j'ai appris que ça, il y avait n'importe quelle personnalité. Si toi, tu es constant, tu sais de quoi tu parles, ils vont t'écouter. Ouais. Puis ils vont te suivre. Ils ne créeront peut-être pas, mais ils vont te suivre. C'est côté que leur monde des preuves. Puis ça, je peux, écoute bien. Il y en a des histoires. J'en ai plein d'histoires là-dessus. Là. Mais ce lien de confiance-là, il est légitime, il est primordial. C'est à nous de le bâtir. Ouais. Tu sais, c'est ça l'importance, là, d'avoir le contact avec l'humain. Okay. C'est à nous de le bâtir. Fait que c'est plus qu'un travail de chien. C'est un travail entre personnes. Essayer de faire comprendre aux gens qui qu'on est. Il y a une relation qui se développe. La relation à se faire. Il y a un côté très humain là-dedans, dans une recherche. Là. C'est ce qui fait l'expérience. Ouais. Bruno Jean, il a été le premier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est décédé maintenant. Okay. C'était le premier, puis il disait tout le temps, moi, je ramène tous les chasseurs pour qu'ils vivent l'expérience. Parce que ce serait facile de dire, on va partir tout seul. Mais tu sais, il faut que tu prouves à la personne qui a chassé que tu es sur la bonne voie. Que oui, ton chien.
Tu es à 2 km, tu trouves la petite goutte de tête de sang. Ça fait 1 kilomètre, tu n'as rien. Le gars, il dit, t'es sûr n'importe quoi. Tu as une petite goutte de sang. Là. Ouais. Tu aurais trouvé à la bête, c'est pareil. Tu as trouvé une goutte de sang à 2 km. Jamais personne n'aurait pu trouver ça de lui. Tu l'as, là. Tu as la preuve, regarde, il est passé ici. Ouais, c'est sublime ce moment-là quand tu retrouves des signes lointains. Là. Parce que des fois, vous pouvez parcourir des kilomètres et des kilomètres. Question comme ça, c'est quoi la plus longue distance que tu as parcourue pour finalement trouver la bête? 7 km. 7 kilomètres? Ouais. J'ai déjà fait plus que ça, mais pas de récupération. OK. Mais tu sais, tu apprends à dire, OK, on va gérer notre recherche par les indices qu'on a aussi. Là. Puis de se dire, là, on arrête, ça doit être assez difficile quand même. À quel moment qu'on se dit, là, c'est assez, là, Quand j'ai une certitude. OK. Quand j'ai plus de certitude qui va survivre, Mm-hmm. tu sais, il faut que dans ma tête, je vais une certitude. Il Mm-hmm. faut que j'arrive à la maison, puis elle finit cette recherche-là. Je l'ai faite au maximum. OK. Que je suis certain que la bête est vivante encore. Faut pas qu'elle te reste en arrière de la Non. tête, cette recherche. Il faut vraiment que ça te reste en arrière de la Parce tête. que si... Si ça te reste en arrière de la tête, Ouais. tu retournes. Puis tu vas recommuniquer. Hein? Ouais. Puis nous autres, cette année, au Chevreuil, tu t'en souviens, on était beaucoup là-dedans. On était beaucoup dans l'incertitude. Puis là, c'est pour ça qu'on est retourné à maintes reprises. Ce que tu sais pas, là, c'est que je suis retourné quand même. T'es pas sérieux, toi? On s'en apprend plein aujourd'hui. Hein? Petite surprise. Une petite surprise. Mais j'ai jamais trouvé de sortie. Ouais. Donc, il a sorti loin, à quelque part. T'es retourné, toi, là-bas? Oui. OK. Tantôt, on a fait un tour. T'as un Petite petit marche. cachetier. T'as un petit cachetier. Non, mais on veut savoir. Ouais. Si j'aurais trouvé une sortie, tu l'aurais su. Mais c'est Mais parce que pas t'es sorti. un... Excuse-moi. C'est parce que t'es un passionné. Parce que t'es un crinqué. Oui. T'es retourné... Mais je connais que mon chien, tu sais, Ouais. 4 jours ou 5 jours plus tard, je sais que mon chien est capable de le faire. Mhm. J'aurais pas fait ça avec la petite, là. Mhm. Mais lui, Happy, je savais que je pouvais le faire. Faut que je t'aille me promener par là. Mm. Mais tu sais, il n'y a pas de sortie. Ça fait que la sortie est loin, là. Fait que Pierre-Luc, on t'apprend que Pietro, il est retourné en plus dans le secteur. Exactement. Il va l'apprendre en l'écoutant. Là, je dirais même pas. J'y envoie pas de message tantôt. J'attendais cette surprise. Là. C'est bon. Ah, ça. mais Ouais. c'est super. Ouais. Hey, Mais- merci Pietro. Ça fait plaisir. Il y a un autre, il y a un aspect que tu souhaitais vraiment qu'on aborde, puis je pense que c'est également très légitime. Le côté accréditation, Ouais. formation. Je pense que la CCSQ, vous penchez beaucoup vers ça aussi. Hein. Parle-nous un petit peu de ça. Tu sais, notre mission, c'est ça, c'est de former des conducteurs, rendre leurs ressources disponibles à travers le Québec, à la grandeur du Québec. Tu sais, ils nous en manquent dans certains territoires, mais nous autres, on essaie de couvrir le territoire pareil. C'est pour ça que je m'en vais souvent Côte-Nord, pour essayer de couvrir le territoire. Peu, là, mais... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On ne se cachera pas que, tu sais, ça nous est arrivé, nous autres, quand on a pogné le téléphone, puis que là, tu sais, il y a des situations où Suzanne n'est pas disponible, Ouais. Pietro n'est pas disponible. Là, tu fais comme, OK, c'est qui les autres conducteurs de chiens de sang dans le haut du lac, ici? Il n'y en a pas. Mais tu sais, la Tu sais. liste est là quand même sur le site Internet de la CCSQ. Mhm. Tu as la liste des conducteurs accrédités par la CCSQ. Mais là, il faut que tu ailles plus loin, là. Là, il faut que, tu sais, je veux dire, on a tendance à ne pas vouloir communiquer un conducteur qui est dans une ville plus loin, sauf que vous vous déplacez, vous êtes crinqué, vous arrivez avec la même énergie positive, tu sais. On Exactement. a Tu pourrais tendance à même avoir hésiter. quelqu'un de Québec qui descendrait. Là. Ben oui. Tu pourrais être surpris des fois. Mais tu sais, c'est à ça qu'on en vient, c'est que les gens laissent des messages, que les gens... Ouais, mais là, il faudrait que je revienne pour prendre les messages, je vais essayer de rappeler. Oui, Mhm. mais si vous cherchez pendant 2 jours de temps, Mhm. ça vous donne quoi de plus? Tu sais, souvent, j'ai la même réponse. Ma bête va-tu être encore bonne? Ben, c'est pas, c'est morte. Mhm. Souvent, on les retrouve vivantes, les bêtes. Il faut les Mhm. achever. Tu sais, Puis, tu sais, vous êtes... il n'y a pas de raison. Ouais. Vous êtes plusieurs bons conducteurs partout dans le Québec. Ouais. Hein? Puis je pense pas qu'il y ait de compétition entre vous. Tu sais. Puis nous, quand on a cherché notre chevreuil cette année, on a essayé d'aller chercher de l'information un peu partout. On a voulu aller, tu sais, j'ai appelé en Europe, j'ai appelé Yves Martineau, j'ai appelé Suzanne, j'ai appelé toi, Caroline, elle s'est impliquée là-dedans, même Jean-François, tout ça. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont donné leur avis sur cette recherche-là. C'est ça. Puis tu sais, à Québec, là, Yves, t'es prêt à descendre. J'ai dit non, c'est correct, on tag Pietro et Suzanne, là, tu sais, sont disponibles, puis tout ça. Mais lui, il était crinqué, il s'en venait, tu sais. Écoute, je parlais au téléphone, je parlais avec sa femme, je m'en viens, je descends. Puis tu sais, là, il y avait comme de quoi, je pense, sa femme avait eu quelque Ouais. chose, un accident, là, puis Exactement. pouvait pas descendre trop, mais tu sais, écoute, je te le dis, il s'en venait. Tout, c'est pareil. Quelqu'un de l'extérieur t'appelle, ah ouais, ni un ni deux, on s'en va, comme une commission au dépanneur, comme je disais tantôt. Vous êtes épatant, vous êtes surprenant. Puis là, c'est ça, accréditation. Fait que là, dans le fond, vous êtes capable d'accréditer, c'est vous qui faites la formation pour être capable de, selon la loi, permettre à quelqu'un qui veut devenir conducteur peut le faire avec vous, c'est ça? Ouais, ça, nous, comme la fin de semaine passée, c'était ça. C'était la formation. C'est une fois par année à Saint-Nicolas qu'on a la formation sur le terrain. Mhm. On a présentement une formation en ligne.
OK. pour la théorie. Après la théorie, ben là, tu suis ta formation directement sur le terrain, une fois par année, Avec vous. avec nous autres, avec des bénévoles et les formateurs là-bas. Mhm. Une fois que tu as suivi ta formation, tu es parrainé par une personne d'expérience, un conducteur d'expérience. Tu es associé, c'est comme un mentor. Exactement. Après ça, quand tu es prêt à passer ton 24 heures pour ton chien, là, tu peux le faire avec club de race. Les clubs de race passent des tests 24 heures. Ou la CCSQ, on a des maîtres conducteurs qui passent des tests 24 heures. OK. Après ça, il faut que tu passes ton accréditation d'apprenti conducteur avec un maître conducteur. Puis là, quand tu dis test 24 heures, c'est une trace ou une voie. C'est là, vous avez préparé le terrain. C'est vieux de 24 heures. Il faut que l'animal soit en mesure de retrouver une bête qui aurait passé il y a 24 heures. Le test, ça se fait dans une place giboyeuse, qui a du gibier. OK. 3,90 degrés, 2 couches. On fait des fausses couches. Des fausses couches. Ouais. Pour que le chien pointe la couche. Après ça, une traverse de chemin ou de petits ruisseaux pour couper une piste, autrement dit. Vous y mettez un petit peu l'épine au pied, il faut qu'il trouve des solutions. Là. Exactement. OK. Sur 1 km, ça leur prend pour prendre 1 heure pour le faire. Soit avec 250 000 de sang ou semelle traceuse. Ouais, c'est quand même de quoi d'assez... je veux dire, c'est strict. Là. C'est pas n'importe qui. Là. Tu peux pas arriver et dire « Ah, moi, là, j'ai formé mon chien puis il est prêt. » là. C'était comme ça. Avant. Okay. Tu sais, on a eu des plaintes. Puis, donc, avec le temps, on s'améliore aussi. Mm-hmm. Fait que là, on a décidé de mettre des 24 heures. OK. Des tests 24 heures et des tests d'apprenti conducteur. OK. Le test d'apprenti conducteur va dire OK, comment remplir tes rapports, comment te servir de ton GPS, comment marquer tes points, l'inchus, marquer tes waypoints, comment les lire aussi. Mm-hmm. Ça va lire tes waypoints. Fait que c'est un peu ça. C'est super. Puis, y a-tu des nouveaux conducteurs qui s'en viennent dans le haut du lac? Y a-tu un futur pour ça? Ou Comme cette année, là, on avait un du Saguenay. OK. Après ça, on avait de la Tuque, Mauricie. Il n'y en a pas beaucoup au Lac-Saint-Jean. S'il y en a qui sont intéressés, s'il y en a qui ont cet intérêt-là, regarde, on en parle aujourd'hui, je pense que ça peut peut-être semer quelque chose. Gênez-vous pas. Appelez Pietro, on ne le dérange pas, Pietro. Moi, je l'appelle à tout bout de champ, des fois, des affaires, soit en période de chasse ou pas. Regarde, aujourd'hui, il est ici avec nous. Appelez-les Pietro, appelez Suzanne. Il va y avoir des personnes pour vous orienter vers ça. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à ça, vous êtes les bienvenus. On va vous aider dans ce domaine-là à choisir un chien. Donc, je pense qu'il y a place à ça présentement, puis il y a de l'ouverture aussi pour des nouveaux conducteurs. Hein. Ah oui, l'ouverture, il y en aura toujours l'ouverture. Tu sais, c'est ce qui rebute un peu à long les conducteurs, les apprentis, c'est le temps qu'il faut que tu mettes aussi. Oui, c'est ça. C'est de mettre le temps, puis c'est pas tout le monde qui a du temps. Ouais. Puis du temps à donner pour les autres aussi, parce que qu'on veut pas. Après ça, la recherche, c'est du temps pour les autres. Tu sais, vous le faites pas pour l'argent, vous le faites par bienveillance. Puis en plus, si je ne me trompe pas, quand la relève vous appelle, je pense que vous ne chargez rien en plus. Est-ce que je me trompe? Moi, Suzanne, ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne charge rien à relève. Wow. Ouais, fait que les jeunes de 16 ans et moins, moi, je n'ai jamais chargé une scène. Mais je leur demande de prendre le carte de membre. OK. Ouais, ça, c'est important de faire partie de la famille de la CCSQ. C'est quoi les avantages de cette carte de membre-là? Ben, je veux dire, je les connais un peu, mais est-ce que tu peux nous les mentionner, s'il vous plaît? Okay, l'avantage pour le chasseur lui-même, c'est la priorité d'appel. OK. Donc, quand tu as droit, comme cette année, tu as droit à tout, à l'orignal. Ça fait que souvent, on a des appels, là, c'est 7, 8, 9, 10 appels qui sont en attente. Ça ne dérougit pas. À l'ouverture, le matin de l'ouverture, le samedi, le dimanche, le lundi, c'est complètement hallucinant. Là. Première fin de semaine à Carabine, j'ai déjà eu 30 appels. Tabarouette. Donc, on transfère à tous nos conducteurs. Mm-hmm. Puis on dit aux gens, ben, soyez patients, mais si tu es membre, tu es le 10e à appeler, puis tu tombes en haut de la liste. Là. Wow. C'est automatique. Là. Puis ça on va faire les autres aussi. Là. On fait les autres aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, ils vont attendre un peu plus. Ça te coûte une petite carte. Une petite carte pour être membre de... Exactement. C'est 20 C'est 20 $. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment rien. C'est là nous, on se finance. On est sans but lucratif, la CCSQ. C'est pas pour nous autres, là, personnellement. C'est pour l'association. Là, pour faire connaître l'association. C'est génial. Parce que c'est jamais assez connu. Ça fait qu'on fait les salons, on paye les tables là-bas, on paye des kiosques. On faut payer l'hôtel des fois pour ceux qui vont. C'est quand on va à Montréal pour un salon, là, mais l'hôtel est payé. Notre gaz n'est pas payé, rien de ça. Là. On fait ça bénévolement. Là. C'est pour les chasseurs. Exactement. C'est pour les chasseurs, puis c'est pour les bêtes également, c'est pour la nature. Élie a utilisé un terme l'autre fois qui m'a vraiment... Ça m'a vraiment touché. Élie a dit « On est les derniers défenseurs de la nature. »
Puis j'y ai réfléchi à celle-là, tu sais, puis ça peut paraître contradictoire, tu sais, t'es un chasseur, tu tues des bêtes, tu sais, vous êtes amené aussi à trouver des bêtes qui sont blessées, qui sont mortes, tu sais. Mais il reste que l'objectif de base, c'est vraiment que cette bête-là soit retrouvée, que la bête on puisse profiter de cette viande-là pour nourrir les familles, pour que le chasseur aussi garde une expérience qui est positive de sa chasse. Donc, Oui, j'ai vu des belles choses à la chasse. Tu sais, des familles, on dit souvent, il y a des bagarres dans le bois, puis mais des familles se réunissent, t'en disputes, puis ils sont alliés ensemble pour récupérer la bête. J'ai vu ça, moi. C'est de toute beauté. Là. Ah, ça, c'est wow. Tu sais, j'ai vu des gens m'emmener de la viande, m'en donner, pour me récompenser. Tu sais, puis je l'accepte, là, puis c'est un des plus beaux cadeaux, ça. Ben, vraiment. Tu sais. Puis je suis pas un chasseur, mais je suis capable d'apprécier. Puis, tu sais, on en mange tous de la viande. Ben oui. Fait que, il n'y a rien de meilleur que ça. Mais on essaie de le faire dans le respect de la bête. Notre technicienne nous fait penser, comment on fait pour se procurer cette carte-là? Où est-ce qu'on va pour ça? Le site de la CCSQ. OK. ACCSQ.com. Tu l'achètes en ligne? Devenirement, oui. Okay. Tout se fait en ligne. Tu payes crédit, Master, Visa, peu importe, American Express, let's go. Il prend tout. Pas de trouble. On les prend toutes. Hey, merci, Pietro. On s'en va vers notre conclusion. Oui. Déjà, j'aurais envie de parler avec toi toute la journée, mais écoute, on s'en va vers les 2 questions classiques. Territoire libre, une présentation de Magnac de prospection et la microbrasserie Coureur des Bois de Dodoma-Mustassini. On va avoir une personne spéciale qui va poser la première question aujourd'hui. Donc, je vais inviter ma grande fille Éléonore, qui fait partie de la relève. On veut que la relève participe. Hein? Puis, t'en parlais tantôt. Donc, Éléonore, viens me trouver. C'est ma grande qui va poser la question. Donc, la première question classique, territoire libre. Veux-tu nous lire ça, ma belle Éléonore? T'as un petit peu voir Gapard ici dans le micro. Pietro, c'est quoi la recherche la plus extrême que tu as fait dans ta vie de conducteur? La plus extrême, c'est avec TFCP. Il a fallu que je me rende à Romaine 4. Ça, c'est dans le Grand Nord, c'est loin, là. Ah, c'est loin. C'est loin. C'est 15 heures de route. Tabarouette. Puis ma conjointe, quand elle a su ça, elle a dit je pars avec toi. Elle a pris des journées de congé. Son patron, il a donné des journées de congé. Puis elle m'a conduit de nuit. On a roulé 15 heures pour arriver sur place. L'hélicoptère venait d'atterrir, nous attendait. Donc, le pilote, la première question, il a dit, c'est « Ton chien, as-tu déjà fait l'hélicoptère? » Je dis « Non. » Comment tu penses qu'il va réagir? Il est avec moi, numéro 1. Donc, on est parti en hélicoptère. Et puis, il était sur moi. Ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait dans la bulle. Il regardait les ombres de l'hélicoptère. Puis là, le pilote dit « Je peux-tu le filmer? » Fait qu'il filmait en conduisant. Là, il dit « Qu'est-ce qu'il fait ton chien? » Il cherche les orignaux. Là, on a ri. Donc, je me suis rendu au chalet. Ça a pris environ 45-50 minutes pour se rendre au chalet. On s'est fait un petit plan de match avec Daniel Gilbert et Jason. Et puis, on est parti, moi, Jason, en hélicoptère. On parle de Jason Morneau-Tremblay. Là. Exactement. Ouais. Fait que c'est rendu un bon ami. On s'est rendu sur place. Il nous a atterri, le pilote, à la moitié du trajet qu'eux avaient parcouru. Environ 1,5 km. Puis, on est reparti sur la piste avec Happy. Puis, on s'est rendu à l'Orignal. Puis là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que quand tu es arrivé là, tu es au milieu de l'inconnu complètement. C'est un secteur que tu n'es jamais allé. Tu es loin dans le nord. Pas beaucoup de... C'est différent aussi là, au point de vue forestier là-bas. Là. Oui, mais c'est la beauté de voyager partout au Québec. Tu sais, en tant que conducteur depuis 10 ans, là, j'ai fait les forêts de partout. Là, de la Malbaie, aller à Côte-Nord, aller en Mauricie, aller dans le coin de l'Estrie. J'ai parcouru un peu partout au Québec. Là. C'est ça qui est plaisant dans tout ça. C'est riche. Des belles rencontres. Des rencontres humaines, il n'y a pas de prix à ça. Là. Ouais. Fait que c'est tout ça, là, la recherche au sang. C'est une expérience. C'est une expérience. Ouais. Comme la chasse, c'est une expérience pour le chasseur. D'être en ami. Tu sais, la chasse, c'est pas une d'abattre une bête. Là. Ben non. C'est tout ce qui comporte le reste autour. C'est le processus. C'est tout le... C'est tout ce qui vient avec, dans le fond. C'est ça. Ouais. Ah, c'est super. Fait que c'est ça. Fait que c'était une belle expérience avec TFCP.
Écoute, on a la relève qui est avec nous présentement. Oui. Deuxième question classique territoire libre. Si tu avais un conseil à donner à un jeune chasseur, un néophyte, quelqu'un qui commence dans le domaine, ou même un chasseur d'expérience qui voudrait s'améliorer, ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Pratiquer. Ouais. Pratiquer. Pratiquer, puis quand tu n'es pas certain de ta shot, tu ne tires pas. Ça a autant de valeur, si tu ne tires pas sur une bête que tu as vue, ça a autant de valeur que tirer puis t'en vouloir. Ouais. Ça, je reviendrai toujours à ça. Suivez votre instinct. Parce que souvent, ils vont me le dire. Ah, j'aurais pas dû tirer. J'ai tiré trop vite. L'instinct, on J'ai vu des l'instinct. guides de chasse dire ça. Pourtant, ils sont habitués. Ils font tirer plein de gens, mais quand c'est à leur tour, ça fait 5-6 ans que tu n'as pas chassé ta bête. Puis là, tu chasses ta bête. Il t'arrive des choses pareilles comme les autres. On ne peut pas savoir comment on va se sentir aussi au moment de rencontrer l'ultime animal qu'on recherche et qu'on réfléchit depuis des mois, depuis des années parfois. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai le respect de ça. Je n'ai jamais à juger ça. Jamais. Mais si tu me demandes un conseil, pratiquez. Pratiquez vos angles de tir. Préparez-vous parce que c'est la préparation. J'étais dans l'armée avant. On connaissait notre arme par cœur. OK, je savais pas ça. À force de tirer. Mon arme que j'ai achetée, la 45-70, j'ai acheté 4 boîtes de balles. On est tiré 2,5. Rien pour la connaître. Avoir l'impression de l'arme, ajuster ma mire. Mais je suis prêt en toutes circonstances. Ouais. Puis là, il y a une chose qui m'a resté à l'esprit. Tu as semblé dire aussi, quand tu prends le tir, il faut pas que tu doutes. Faut que tu sois apte à comprendre aussi l'arme que tu as entre les mains, que tu l'as utilisée, que ce soit à la flèche, que ce soit au projectile, que ce soit un 12, que ce soit des slugs, une carabine longue portée, une 300 mag. Faut que tu saches comment utiliser ton arme, mais quand tu prends ton tir, sois certain d'être dans le vital puis que c'est un angle de tir que tu connais. Exactement. Puis ça, c'est difficile. Puis il faut se parler en tant que chasseur. Puis je parle en connaissance de cause. Je suis loin d'être parfait. Ça m'est arrivé dans mon expérience, dans le passé, de prendre des tirs qui n'étaient pas nécessairement l'idéal. Puis je me suis donné comme objectif. Puis j'ai appris de mes leçons. Puis je me suis dit personnellement que les prochaines bêtes que j'allais tirer, ça allait être 100%. J'allais être sûr à 100%. Puis encore cette année, gars, on a eu notre belle chasse à l'arbalète. La fin de semaine d'après, matin de l'ouverture, j'étais avec mon beau-frère. J'ai un beau mâle à 30 pieds de moi en plein bois. Il y avait des petites branches. Écoute, il m'a laissé facilement 10 secondes, 10-15 secondes. J'aurais pu prendre un tir. Je ne l'ai pas tiré. Puis là, il y a certains chasseurs qui pourraient réagir, qui pourraient dire « Voyons donc, hey, tu tires ça, ta balle va passer. » Non. Si la balle, elle kiss sur un arbre, puis qu'après ça, elle l'effleure, puis qu'elle touche des zones qui peuvent compromettre sa vitalité puis son fonctionnement pour être capable de marcher ou son fonctionnement digestif ou quoi que ce soit, puis qu'il finit par mourir à 2 km, t'es pas mis à manger. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pas se fier on va prendre un conducteur de chien de sang. Non. La priorité, c'est que la bête, ça y atteint mortellement tout de suite. Ouais. Souvent, oui, il y en a qui sont atteints mortellement. Les chasseurs ne les trouvent pas, puis sont à 200 mètres. Ouais. C'est un tir mortel, ça, là. Mais, tu sais, savoir pister aussi. À ça, ils se donnent des formations. Tu sais, Martino donne une formation, comment pister ta bête, le chasseur. C'est important. Ça fait un partie de la chasse aussi. Comment pouvoir pister ta bête. Il y en a qui ne font pas sympa dans le bois. Là. Ah, il y en a qui ont peur de se mouiller, on dirait. Qui ont peur ils ont peur de se faire mal. Hey, moi, Léonard, elle me suit, on marche en plein bois, à tombe, on se relève à 6 ans, puis on part. Faut être apte à marcher, puis il faut pas avoir peur je dirais pas de se mettre en danger, mais de se compromettre un peu, d'être capable de rentrer dans le bois, puis de se graffiner, puis d'aller de l'avant pour cette bête-là qui nous offre sa vie, pour nous nourrir, tu sais. Fait que vous êtes les premiers à le faire, les conducteurs. Merci beaucoup, Pietro, pour tout ça. C'est ce qui met fin à notre podcast d'aujourd'hui. Ça a été, honnêtement, j'en ai des frissons, comment que j'ai eu, à toutes les fois qu'on se parle, je trouve que c'est une expérience qui est unique. Aujourd'hui, ça a été vraiment, selon moi, une entrevue également très, très, très unique, très, très particulière. Tu es une personne de cœur. Tu es un gars qui fait ça pour les bonnes raisons. Bravo, Pietro, pour tout ce que tu fais pour le monde de la chasse. Je suis content que tu sois venu nous rencontrer aujourd'hui. On a un petit présent pour toi. Oui. On a un petit quelque chose. Donc, notre très chère technicienne Gabrielle va t'apporter ça. Donc, une petite surprise, pas grand-chose, mais pour te remercier pour ta présence avec nous. Donc, tu boiras ça
Tu boiras ça dans tes temps libres, dans tes quelques temps libres que tu vas avoir entre tes ours dans les prochains jours. Merci encore d'avoir été là. On le sait que tu n'as pas dormi beaucoup. Tu vas pouvoir aller te reposer aujourd'hui, cet après-midi, si tu n'es pas appelé. Mais s'il y a quelque chose, gênez-vous pas. Appelez, peu importe la bête, que ce soit un ours, un orignal, un chevreuil, une perdrix. Appelez. Non, pas un perdrix, c'est vrai. Les chiens virent fous. Écoute, bien, au dindon, il y en a qui appellent. Ah ouais, hein? Pas ici, là, mais les conducteurs, des fois, ils se font appeler pour un dindon. Ouais. Alors, Oui, Élie, il disait ça. Il disait un dindon, c'est moins beau, mais c'est un animal pareil. Hein? Exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup, Pietro. Un plaisir. Merci 1000 fois. Merci.